Salut à tous, un épisode que j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer, qui parle de la Classica San Sebastián, ensuite évidemment du recrutement pour cette équipe DSM et enfin de la Vuelta. J'ai un variant rigolo à vous proposer, sûrement que beaucoup le connaissent évidemment. Et qui dit recrutement à venir, dit bilan et aussi estimation de ce qu'on va pouvoir dépenser comme argent. Alors les bilans avec cette équipe, c'est que sur les classiques, on a de quoi performer. Il y a déjà Benoît, on a déjà également eu quelques moments de bonheur avec Kragh Andersen, mais hormis des équipiers très forts, ça reste un petit peu juste et on a pu être un peu démunis parfois. Donc, ça c'est un premier point. Et puis après, il y a le tour, les grands tours, où on a été là aussi un peu en souffrance pour ce qui est d'accrocher la victoire, malgré quelques moments de bonheur. Et évidemment, moi je retiendrai vraiment Bardet sur l'étape 10 là, de ce variant Stylus du Giro, là, où pour moi c'était un énorme moment de bonheur. Après, il y a eu le retour à la réalité avec Egan Bernal et le team Ineos, qui était beaucoup trop fort sur cette étape-là. Il avait même tapé Wellens dans les derniers hectomètres, le Bernal, pour vraiment s'imposer. Est venu ensuite le temps du Tour de France. Tour de France sur lequel on a fait ce qu'on a pu. Et comme le disaient certains dans les commentaires, entre guillemets, Hindley a terminé le premier des mortels. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, les deux monstres slovènes, et j'ai pas pu y opposer grand-chose à eux, et Pogačar, Roglič, tour à tour porteur du maillot jaune, même si on l'a eu un petit peu sur nos épaules, et quelques victoires d'étape, c'était un petit peu tout ce qu'on pouvait estimer, tout ce qu'on pouvait espérer, excusez-moi. Et puis après, bon, évidemment, sur les épreuves, j'ai simulé, hein, donc on peut pas réellement évaluer les choses, si ce n'est pour ensuite essayer de définir nos besoins. Les besoins, j'estime que sur les grands tours, si je répartis un petit peu différemment mes forces, et avec l'avènement proche de Van Wilder, notamment, j'évoquerai pas encore Marco Brenner parce que il est encore un peu tendre là à ce stade dans la partie, mais avec l'avènement donc de Van Wilder, de Leknesund, alors qu'on a ici Liège qui fut un très très grand moment aussi, et donc je pense que sur les grands tours en fait on a le matos. C'est sur les classiques que je vais peut-être apporter un ajout à cette équipe, parce que certaines fois je me suis trouvé un petit peu court. Voilà, en tout cas ce que je pensais. Vous voyez, Tønnesen là, c'était un moment sympathique. Tønnesen qui s'impose sur Stegan-Wevelgem, je crois. Benoît avait emporté son petit duel sur Van Der Poel sur la fin de l'Amstel Gold Race. Bon, voilà. On va avoir rendez-vous avec la Classica San Sebastián sous très très peu de temps. Et c'est le moment également de valider le sponsor. Alors, la question du sponsor, elle est intéressante. Est-ce qu'on va évidemment aller vers un autre sponsor ? Ben non. Donc on va continuer tel que les choses sont parties. Je vais continuer une année avec DSM. Je sais que ce maillot ne plaît pas à certaines personnes. J'avoue que moi-même, je trouve pas que ce soit le maillot le plus dingue de l'histoire. Mais cette partie me semble devoir continuer avec ce sponsor-là. Et je voulais vous proposer donc pour démarrer les courses, avant de passer au recrutement, je voulais vous proposer une petite Classica San Sebastián en variant Mendia. Alors, j'ai trouvé ça sur une database. Je ne sais plus vous dire si c'est sur la WorldDB ou quelque chose du style, la WorldDB 20, qui a comme ça ce variant Mendia, à moins que ce soit sur la Barna. Ça demanderait confirmation, mais peu importe. Vous avez les DB et les gens intéressés peuvent se le faire donner via notre Discord au pire. Quelqu'un le mettra en téléchargement. Ce variant Mendia, c'est une alternative au variant relativement classique qu'on a sur Pro Cycling Manager pour la Classica San Sebastián. Et écoutez, j'ai pris du temps, j'ai laissé un long résumé
de cette course pour qu'on puisse un petit peu mieux sentir ce variant Mendy. En tout cas, je vais essayer de partager ce que j'ai ressenti. Déjà, plus d'ascension que sur le variant classique. Des moments décisifs. Vous voyez, il y a 3 petites ascensions dans le final. Après, quand même, une grosse difficulté. Tout ce qui m'intéresse souvent, c'est est-ce que la course va être palpitante ou est-ce que, grosso modo, on a déjà compris à l'avance que ça va se jouer entre Alaphilippe, Hirschi, Sharman et Van Der Poel. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que on a aussi, le joueur humain a aussi une part pour pouvoir essayer de jouer son coup tactiquement, ou est-ce qu'on est soumis à une certaine logique sans avoir une vraie marge de liberté de jeu? Voilà, c'est ça pour moi qui fait souvent la différence entre certains variants. Et j'avoue que j'étais arrivé au bout d'une certaine logique là sur le variant classique. Pour ça que j'ai eu envie de rechercher ce qui pouvait exister. Alors à l'image de ce que je vous présenterai à l'épisode prochain sur le variant de Montréal et de Québec, où honnêtement pour moi celui de Léon fait référence. Vraiment j'adore les variants de Léon sur Québec et Montréal. Mais j'avais envie de me trouver vraiment un variant comme ça qui puisse être une jolie alternative. Et donc celui-là franchement il me plaît beaucoup. Je viens sur cette Classica San Sebastian avec Bardet, Benoot et sur un deuxième plan Hindley et Kragh Andersen parce qu'il me semble que c'est Bardet et Benoot qui ont les 2 meilleures chances pour s'imposer sur cette course-là. L'opposition est fabuleuse. Tout comme elle le sera d'ailleurs un peu plus tard dans la saison pour Québec et Montréal d'ailleurs, c'est amusant. Il y a comme ça, dans cette carrière, parce que moi j'ai aussi vu d'autres scénarios de carrière dans lesquels l'opposition n'était pas fabuleuse sur certaines courses. Enfin, en général, à Classica San Sebastian, le plateau est quand même toujours assez joli, mais parfois, on a certains petits fails dans une année qui font que les meilleurs ne sont pas toujours présents. Vous voyez, on va assister à quelque chose, que je rapprocherai de ce qu'on vit dans le vrai cyclisme, à savoir une réduction progressive du groupe de favoris, logique me direz-vous, mais qui va se faire, d'ailleurs elle se fait aussi sur le variant classique de la San Sebastian, mais ça va vraiment se faire sur des moments qui m'ont surpris. Ici par exemple sur cette relance, sur cette relance mine de rien, si on prenait pas le bon wagon, on se faisait quasi irrémédiablement lâcher, et on voit encore des types là qui sont en train de lâcher, 5 ou 6 mecs qui commencent à rentrer en défaillance. Le parcours entre 2 bosses significatives, il est assez difficile, et c'est ce qui pour moi en fait tout le sel en fait de ce variant. On dirait que c'était la première fois que je le jouais, donc c'est l'unique fois où je l'ai joué. Je peux pas faire non plus d'immenses généralités, ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, cette expérience est intéressante. Elle m'a passionné. Vous voyez, j'ai perdu des types. Le groupe n'est plus constitué que d'une 20aine de coureurs. Allez, un petit peu plus. C'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. J'ai à ce moment-là déjà un peu de vigilance parce que j'ai pas envie que ça lance de loin et que je ne puisse pas accompagner. Donc j'essaie de me positionner un petit peu plus à l'avant que pendant les 2 premiers tiers de la course, on va dire. Les clients sont tous présents. Wout van Aert est là, Van Der Poel est là, Alaphilippe est là, Hirschi est présent. Y a rien à redire, ils sont tous là, et du coup on peut se demander limite de qui est-ce qu'il faut se méfier le plus. Le team Ineos est présent, même si là vous voyez Rohan Dennis qui lâche, mais il y a encore quelqu'un dans le groupe. Allez, Kragh Andersen utilisé comme protecteur, Benoot protégé, Romain Bardet qui devra peut-être jouer sa chance à un moment donné, Hindley que j'utiliserai éventuellement en avant-dernier protecteur du meilleur des 2. Bref, tout est là. Il n'y a plus qu'à
commencer à échafauder la stratégie de la toute fin. On notera au passage que l'échappée n'a toujours pas été reprise. Hein. Donc il s'agirait peut-être de surveiller aussi l'écart. Et on rentre en plus dans cette petite série 1, 2, 3, puis descente et l'arrivée. Donc on rentre dans cette petite série de difficultés pour le groupe des favoris. Vous avez vu mes équipiers, ils sont à la rue. J'ai perdu du monde, c'est logique. Hein, et vraiment l'explication, elle se fait entre ces hommes qui progressivement se sont détachés. Et c'est là qu'on va, accélérer un petit peu. Voilà, jusqu'au moment où, voilà, allez, on est au pied de là où ça devrait commencer à se jouer. Donc on va essayer de se porter en effort curseur dans la meilleure position possible. Donc voilà, sans se brûler, hein. Toujours sans se brûler. On va ne pas hésiter à monter l'intensité. Vous voyez, c'est là que ça avait lâché la dernière fois sur l'accélération là. Hop, on est repassé au même endroit en fait. C'est un petit circuit. Voilà, ça va. Le groupe est resté relativement compact. Voilà. Allez, ça va grimper un peu. Accrochons-nous. N'hésitons pas donc à faire de l'effort curseur pour se porter à l'avant quand c'est nécessaire. Alaphilippe qui plante une banderille. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Parce que quand il attaque de loin, parfois, on peut arriver à le contrer. Ça, c'est un truc qu'il faut avoir en tête. Attention à ne pas arriver au sprint. Vous voyez ici, effectivement, Hamilton qui roule pour le Team Bike Exchange, excusez-moi, de Michael Matthews. Derrière, on essaie un petit peu, voilà, de rester au contact. On surveille les départs éventuels. Alaphilippe est repris. Allez, effort curseur sur ce deuxième boss, l'avant-dernière difficulté de ce circuit final. Et évidemment, s'il y a un coup à tenter, j'ai envie de dire, c'est dans pas longtemps. Donc, Kragh Andersen en a terminé. Benoît fait très fort en effort curseur protégé par Hindley. Qui est-ce qui va attaquer à votre avis ? Forcément, Romain Bardet. Parce que Romain Bardet, c'est mon meilleur descendeur. Je le gardais au chaud et il va tenter sa chance. Soit ça aboutit, soit je suis mal. Soit je suis super mal en fait. Si ça n'aboutit pas, cette attaque de Bardet, Benoît ne va pas s'imposer au sprint. Donc ça deviendra hyper tendax et on pourra juste essayer de choper un accessite. Donc c'est vraiment ma meilleure carte que je joue là. C'est celle de Romain Bardet. Il faut, bon la ville nous a un peu perturbé dans la vision, mais il faut essayer comme ça de maintenir un effort sans se relâcher. Hop là, on se calme derrière. Pas d'effort curseur contre-productif. Matthews qui mène. Haha, ça veut dire qu'il est seul. Qui va mener ? Voilà, c'est ici qu'on se demande toujours qui va mener derrière Bardet. Et on rentre dans la dernière ascension du jour. Vous voyez, les uns ou les autres qui tentent un petit rapproché avec Bardet. Ici, grosse accélération derrière. Hein. Grosse accélération du groupe de favoris. J'essaie de maintenir une position avec Benoît au cas où on aurait un regroupement. On n'est pas loin de se faire reprendre avec Romain Bardet, mais on va basculer tout de même en tête avec quelques secondes d'avance. Pas grand-chose. Bardet va devoir nous effectuer une descente dont il a le secret. Mais on est plutôt optimiste avec Romain Bardet en descente. Après, il reste encore un petit peu de chemin. Hein. Donc, c'est pas gagné pour autant. Allez, Romain, 5 km et ce sera la gagne. On va essayer. Bon, les arbres, j'avoue qu'au niveau de la vision, il y a des fois où la carte est un peu chargée et vous voyez un peu moins ce que vous aimeriez voir. Mais allez, c'est un détail. Le mec qui a fait ça, il s'est gavé, franchement. Il a mis je sais pas combien de décors, les maisons, les châteaux, je sais pas quoi. J'ai vu plein de choses incroyables sur les bords de route. Je veux dire, il y a un énorme travail, quoi. C'est franchement hommage aux gens qui font ce travail-là. Bardet s'impose, hop là, d'un cheveu devant Michael Matthews. Benoît arrache une place d'honneur. Et c'est ainsi que cette Classica San Sebastian rentre pour moi en variant Mendia dans la liste des souvenirs que je garderai de cette saison avec DSM, puisque
Franchement, je la trouve jolie. Je suis content d'avoir gagné avec Romain Bardet. Quelque part, ça me console un peu d'un truc dans cette partie. C'est pas seulement le Giro où il fait deuxième Romain derrière Bernal. Non, c'est pas de ça que ça me console. C'est d'autres choses. C'est, vous savez, cette fameuse... c'est pas l'Amstel. J'ai fourché dans mon commentaire. Flèche Wallonne. Flèche Wallonne où je pensais gagner et où Van Der Poel m'avait coiffé comme ça au poteau. Bah, cette fois-ci, personne n'est venu coiffer Romain Bardet et ça fait vraiment du bien. On passe au recrutement. À un moment super agréable dans le jeu, puisqu'on peut distribuer notre argent comme bon nous semble. C'est sympathique. En fait, je vais tout de suite aller sur Jay Hindley, qui a de grosses forces. Hein. Regardez la récupération, la note de montagne, par exemple. Même l'accélération n'est pas mauvaise. Qui possède aussi quelques petits côtés négatifs. Peut-être les notes physiques sont pas phénoménales. Mais vous voyez sur le marché, j'ai pas d'upgrade naturel à part Mikel Landa, mais qui est un peu âgé à ce stade. Et puis surtout, la carte de la fidélité à Jay Hindley. Enfin, je sais pas, moi j'ai vraiment envie de le prolonger. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Il va falloir par contre lui donner pas mal d'argent. On va tomber d'accord autour d'un contrat à 100 000 par mois. Après tout, il y a 2 podiums de grand tour à ce stade-là, IRL plus dans la partie, et des possibilités de jouer des rôles majeurs par la suite. Donc, Jay Hindley, c'est la première recrue de cette intersaison. Je me suis attaché à essayer d'étaler les recrutements d'un jour sur l'autre, comme je l'avais fait dans une autre partie. J'ai besoin du physique phénoménal de Casper Asgreen pour venir compléter mon équipe de classique, disant en préambule que j'avais besoin d'un renfort et ça va pas être sur les grands tours parce que je sais que j'ai des jeunes en fait qui vont émerger du côté des coureurs de grands tours. Donc il faut à mon sens plutôt densifier l'équipe avec une espèce de Krag Andersen bis, un petit peu plus fort d'ailleurs au passage. Et c'était donc Casper Asgreen. Ensuite, le lendemain, je vais prolonger Casper Pedersen parce que, mine de rien, je le trouve pas mal. On sait que le coureur a quelques petites références déjà dans sa carrière. Hein. C'est quelqu'un qui est un peu en phase ascendante. Casper Pedersen, donc plutôt content d'arriver à le conserver. J'aimerais bien lui faire jouer un rôle. Ça, c'est dans un monde idéal, dans la partie. J'aimerais bien que l'année suivante puisse ressembler à, finalement, avoir un objectif, ou 2 ou 3, un petit peu ciblé pour chacun de mes 12 ou 15 meilleurs coureurs. Ça veut dire un petit truc, hein, vous voyez, pas sensationnel, mais donner quelque chose à chacun. On verra si c'est faisable ou si c'est un doux rêve. Ensuite, c'est Chris Hamilton qui sera prolongé. Donc lui, il est également... moi, il m'intéresse bien parce que comme équipier de grand tour, à la fois, il n'est pas très gourmand et à la fois, quand on lui ajuste un pic de forme correctement, ce qui n'a pas toujours été mon cas. Voilà, 3 petits points. Ce qui n'a pas été toujours le cas, mais si on ajuste bien nos pics, Chris Hamilton à plus 3, plus 4, plus 5, ça peut être déterminant pour la conquête d'un grand tour, avec d'autres équipiers autour. Et justement, en parlant d'équipiers, le type d'équipier que j'adore, c'est évidemment Yasha Sutterlin. Alors lui, c'est un peu comme Nico Dens. Je suis assez fan. La négociation est un peu tendue, en revanche, parce que je vais être obligé de monter au niveau du salaire. Bon, donc on va accepter de monter un petit peu. Finalement, j'ai
pas des finances infinies. Il faut surveiller, parce que si on veut arriver à boucler le recrutement, il va falloir compter un peu nos deniers. Faut dire que j'ai dépensé sur Asgren, donc forcément ça se retrouve derrière. Donc je vous parlais de Sutherland et Nico Dance, parce que pour moi les deux, ça va un peu ensemble. C'est deux gars que j'aime bien emmener, y compris comme vous l'aviez vu, épisode 4 et 5, même sur un Tour de France, j'estime que leur capacité de rouleur, de costaud, peuvent faire très mal. D'ailleurs, davantage sur un Tour de France que sur un Giro ou une Volta, mais ça tombe bien parce que c'est plutôt des coureurs de classique. Donc pour eux, le projet, il est simple, c'est toujours classique, Tour de France, et une troisième partie de saison qui est à voir. Ça peut être petit enchaînement Benelux, classique, québécoise, voilà. Par exemple, c'est toujours pareil, de toute façon, sur ce type de coureur-là. Le regret, on l'a vu à l'instant, que Nicolas Roche prenne sa retraite, ce qui nous rend impossible le fait de le prolonger. Pourtant, j'aurais aimé, mais donc ce sera fatalement pas le cas. Après, il y a Tousveld. Je le trouve intéressant, le petit Tousveld, avec son 75 en montagne, honnêtement, c'est pas dégueulasse. Il y a des notes autour qui sont assez homogènes. Et donc, on resigne Tousveld. Surtout, DSM est sous pavillon néerlandais. Donc, rajouter un néerlandais ne peut être que positif pour l'évaluation du sponsor. Voilà. On continue. On commence à avoir prolongé pas mal de monde. Il y en a un que je ne prolongerai pas, c'est Max Canter. Voilà. Je reviendrai sur ce sujet-là. Michael Storer, évidemment que je le prolonge. Storer, c'est un chouchou. Je l'aime bien. Il n'a pas des notes phénoménales, mais il est encore jeune. Il y a des possibilités d'amélioration et puis en plus, c'est bien d'avoir des équipiers un petit peu comme ça, plus, on va dire, porteurs de bidon. Et le jour où ils ont plus 4, plus 5, ils peuvent aussi jouer un rôle majeur ou voler une étape ou des choses comme ça. Après, on va re-signer Asbjorn parce que Søren, comme je l'ai dit, voilà, on joue la carte Krag Andersen Family et puis on a plus ou moins bouclé tout ça, parce que l'argent a été dépensé à ce stade-là. Voilà, vous voyez, il y a 5 leaders, il y a, à mon sens, suffisamment de place sur le calendrier pour que chacun puisse avoir de jolis objectifs séparés, même si à des moments on les fera courir ensemble. Et au niveau des équipiers, je pense que j'ai du très très bon matériel pour faire encore mieux la saison suivante par rapport à cette saison. On surveillera les éclosions de Van Wilder dans un premier temps et ensuite Marco Brenner. Marco Brenner est un vrai espoir du cyclisme, l'Allemand. Il y a 27 coureurs et puis surtout, voilà, je voulais quand même pas couper la progression de certains. C'était important pour moi de laisser de la place à ceux qui vont progresser. Vous voyez, un transfert surprenant parmi les premières signatures, c'est Sagan qui est allé du côté de la Astana. Donc il faut croire que le co-sponsor canadien a dû apporter pas mal d'argent. Et on est lancé tout de suite après sur une Vuelta sans trop attendre. Je vole un peu de gros objectifs en gros objectifs dans cette partie. Je ne m'attarde pas sur toutes les épreuves où on pourrait s'attarder parfois dans d'autres parties. Cela dit, en fin d'épisode, il y aura quand même Hambourg et Plouay. Et je montrerai les Québécoises dans le suivant. Donc ce sera quand même une fin de saison quasiment habituelle. On n'ira juste pas faire toute la tournée italienne avant le Tour de Lombardie. C'est juste la petite différence.
Euh, Ça commence par un contre-la-montre par équipe. Ça, c'est toujours excitant. J'ai tenu à reprendre cette Vuelta 2020. Bon, en fait, ces 3 premières étapes n'ont jamais existé. Hein, elles étaient juste prévues, mais elles n'ont pas existé. Puisque vous savez que la Vuelta s'est faite sur 18 étapes l'an dernier. Donc on est sur des 3 étapes ici qui sont finalement voilà, jamais réalisées. Nous, on a de l'ambition, hein, quand on a dans l'équipe de très bons rouleurs comme vous pouvez les apercevoir, que ce soit Leknesund, Van Wilder, Tousvelt n'est pas dégueulasse. Bon, Caseball n'est pas la référence absolue en la matière, mais lui, je l'ai emmené parce que je n'avais pas pu l'emmener sur le Giro, d'une part, et donc ça m'avait bien déçu à cause d'une énorme blessure en fait qui avait duré pas mal de temps, qui a complètement perturbé sa saison. Ça m'a foutu en l'air toute la planif. Donc Caseball ayant raté le Giro et je n'avais pas vraiment la place sur le Tour de France pour l'emmener, et puis en plus sa forme était archi mauvaise. Donc il a fallu un petit peu de temps pour reconstituer la courbe de forme, et donc j'ai quand même emmené sur la Vuelta. Après, on peut pas dire qu'il a un train très performant. Voilà, on n'est pas si mal que ça, regardez. On a fait un bon temps ici, même si le team Bike Exchange nous passera devant, et pas que, il y aura aussi, et oui, Egan Bernal et ses Ineos Grenadiers qui vont nous passer devant également. On terminera 3e à 6 petites secondes de ce prologue par équipe. Donc, bon, pour moi, il n'y a pas de drame. Hein, 6 secondes, c'est pas grand-chose. J'ai emmené Caseball et il va avoir de quoi s'amuser. Hein, ou plutôt, c'est moi qui ai eu de quoi m'amuser avec Caseball. Alors, toute la question, évidemment, là, c'est après coup. Toute la question est de savoir si on a les moyens de faire un train, et si on a les moyens de faire un train, avec qui, sachant qu'on n'a pas de poisson pilote dédié dans cette équipe-là. Je vous parlais précédemment du fait que je ne conservais pas Max Canter. C'est parce qu'en fait, je vais conserver Dainese et évidemment Caseball, qui sont tous les deux sous contrat. Donc, il me semble qu'en avoir 2 me suffit, surtout vu ma manière de jouer. Et puis par contre, c'est vrai qu'avec Caseball, il y a moyen, par exemple, de se filer des objectifs précis qui seraient 3 jours de Bruges-la-Panne, Gand-Wevelgem. Vous voyez, essayer de respecter le truc en vraiment privilégiant Ball pour ce sur quoi on l'attend vraiment, quoi. Alors là, sur cette première étape, par exemple, première étape de sprint, Sam Bennett va imposer sa loi avec un Caseball 2e. Donc là, je me dis, se faire battre par Sam Bennett, ouais, ça arrive à d'autres gens. Surtout qu'on a battu Caleb Ewan, par exemple. Donc c'est assez bien, tout de même, d'avoir été devant Ewan. Donc à ce moment-là, je me dis, moi, le train, c'est peut-être pas si mauvais. Vous aurez noté ou pas, mais sinon je le développe un peu, que mon train, on va dire, j'utilise comme dernier lanceur Hamilton et Tousvelt. C'est uniquement basé sur leur note d'accélération. C'est que comme ils ont une accélération qui est la moins mauvaise de tous les autres, mis à part Hindley, mais je ne vais pas utiliser mon leader qui vise le classement général pour lancer les sprints de mon sprinter. Ce serait absolument nul. Donc, si je mets Hindley de côté, et je protège un peu Van Wilder, je dois l'avouer, et bien en fait, mes 2 hormis Ball qui ont la meilleure accélération, c'est Tousvelt et Hamilton. À partir de là, c'est eux à qui je vais confier comme ça ce rôle de lanceur de Caseball. Avoir le comportement du train Lotto Soudal. Vous remarquerez que De Koning Quickstep ne fait pas de train. C'est débrouille-toi mon grand Sam Bennett, et ma foi, il le fait plutôt bien.
On va donc se contenter cette fois-ci du podium. Le podium donc quasi inchangé par rapport à l'étape précédente. Un Bennett, et puis après, alternativement, chacun entre Iwan et Boll ont eu leur moment de gloire, avec donc une deuxième et une troisième place. Boll conserve donc pour une poignée de secondes le maillot rouge qu'il ne tardera pas, on va pas se mentir, à abandonner dès lors qu'on aura terminé cette étape qui arrive, la 4. Elle est au Pays Basque. Elle ressemble quasiment trait pour trait à une étape du Tour du Pays Basque, qu'on a tous plus ou moins joué un de ces jours sur PCM. Elle est belle cette étape. Elle est très belle. Et enfin, on est en Espagne. Voilà, on a quitté les Pays-Bas. Et tout ça pour dire qu'il va s'agir maintenant d'essayer de faire en sorte de placer Jay Hindley le mieux possible. Et donc, la hiérarchie est assez établie dans mon équipe, je vous le disais. Hindley, leader incontesté. Van Wilder, protégé le plus longtemps possible. Puis après, honnêtement, ça dépend des formes du jour. C'est-à-dire que Leknesund, par exemple, aujourd'hui, dans un mauvais jour, Nicolas Roche va parfois s'avérer plus précieux que Tousveld, et inversement, suivant les jours. Le petit Chris Hamilton qu'on a prolongé là juste avant va lui aussi avoir des moments de gloire et puis des moments de disette aussi. Donc on va s'adapter. Encore une fois, faut voir aussi le comportement des autres leaders. Quel sera l'état de la concurrence, parce que quelques-uns des tout meilleurs sont présents. Roglic est là, récent vainqueur du Tour de France. Pogačar, récent deuxième, est là, ce qui fait qu'on est vraiment sur un scénario de revanche organisé pour Hindley, qui a quelque part envie de prendre cette revanche sur les deux Slovènes. Mais on a également le bourreau de Romain Bardet, c'est Egan Bernal, bourreau de Romain Bardet sur le Giro. Donc le plateau est alléchant. Ouais, on s'apercevait Almeida, il y a vraiment du monde. Après, le tout est de savoir dans quel état vont être tous ces coureurs-là. Allez, on est ici dans un moment très très important. On va voir qui est capable, dans cette première étape difficile, de faire mal à Hindley. Donc c'est un petit peu toute la question. Vous voyez que Simon Yates, Egan Bernal sont pas loin. Je décide ici de placer un démarrage. Bon, il se trouve que j'ai l'avantage de connaître cette étape, puisque je vous dis, sur le Tour du Pays Basque, je l'ai déjà joué un certain nombre de fois depuis quelques années, ou en tout cas je l'ai joué quelques fois. Attaquer juste avant le replat paraît être opportun, à condition d'avoir encore de la barre. Ça va nous sourire, et on va ainsi s'imposer devant Marc Hirschi. Oui, parce qu'en fait, Pogačar n'est pas tout seul du côté du team UAE. Il y a également Hirschi, déjà présent sur le Tour de France, qui est aussi du déplacement sur la Vuelta. Donc joli tiercé, Hindley, Hirschi, Almeida, avec la prise de maillot pour Jay Hindley au soir donc de cette étape 4. Alors le maillot vaut ce qu'il vaut, mais je sais gré à la personne qui l'a fabriqué au moins de me l'avoir fabriqué. Donc merci. Après, le rouge, je trouve, est peut-être pas exactement le rouge qu'on pourrait penser, mais j'ai cherché un petit peu partout, je n'ai trouvé nulle part de maillot leader Vuelta rouge uni, avec le cuissard assorti au maillot. Je suis allé sur Gruppetto, j'ai cherché un petit peu sur internet. Je n'ai pas trouvé, ni même sur les databases en stockage là, de fichiers, dans les fichiers DSM de Jersey. J'ai pas vu de maillot qui m'a paru meilleur, donc j'ai utilisé celui-là. Voilà. Un petit peu comme sur le Tour de France et sur le Giro d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, étape 5.
ici, qu'est-ce qu'on adopte comme stratégie? Il y a une grosse difficulté avant une descente. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire une différence sur cette dernière difficulté ou pas? Bah regardez, moi je zone assez loin. Il y a une accélération qui se produit. En fait, c'est pour ça que je me suis un tout petit peu fait surprendre par l'accélération, parce que j'essaie ces temps-ci de tester ce qu'on m'a conseillé. Conseilleurs sont pas les payeurs. Si je me mange une cassure, je vais mal le prendre en appliquant les conseils. Non, je trouve la théorie intéressante. On me disait, essaie d'économiser au maximum les types pendant les phases où le peloton roule tranquillou, hein, on va dire. C'est loin d'être idiot, bien sûr. Et donc, essayer plutôt de baisser la barre d'effort max dans les moments où ça roule peu. Bon, là, on est sur un moment où ça roule beaucoup, donc c'est pas ici qu'on va pouvoir s'apercevoir du truc. Là, je fais mon petit train. Je fais mon petit train dans cette difficulté. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, Ball est en protection, hein. C'est Hamilton, puis Roche, puis Leknesund, puis Michael Storer en vertu de sa forme du jour, etc., avec Hindley qui est caché juste derrière. Donc, on se fait le petit train là, on se prend pour le Sky des années 2010 globalement. Allez, Nicolas Roche, à toi mon grand. Ouais, je veux voir en fait si on peut éliminer du monde ou si c'est utopique de le penser. Bah en l'occurrence, ouais, il semblerait qu'on élimine du monde. Il n'y a que Cresswake qui nous a suivis, ainsi que Mikel Landa également. Voilà, après, c'est en train de lâcher. Donc, il faut continuer. Surtout pas s'arrêter. Attention à Cresswake, qui semble en bonne forme. Les premières étapes, comme ça, avec de belles difficultés, attaque de Cresswake, permettent de sonder un petit peu l'état de forme des uns et des autres. On voit que, par exemple, Simon Yates, il a l'air pas mal sur cette Vuelta. En revanche, je commencerai limite à avoir quelques doutes concernant Bernal, Pogačar et Roglič. Ou alors, c'est qu'ils se sont ils se sont fait surprendre en fait par l'accélération. Mais sur le Tour de France, Roglič et Bernal, on les aurait avec nous. Hein. Roglič et Pogačar, on les aurait eu avec nous. Hein. Et Bernal, on l'aurait pas lâché sur le Giro, sur ce type d'accélération là. Vous voyez, ils sont juste derrière, dans un groupe où je maintiens Leknesund et Van Wilder. Et du coup, écoutez, on va demander à Michael Storer de rouler tant qu'il le pourra. Ce sera pas évident non plus, parce qu'il arrive à bout de barre. Et on est avec Cresswake et Simon Yates. L'arrivée va se jouer entre ces trois hommes. Et c'est Simon Yates qui va s'imposer devant Hindley et Cresswake, avec un écart à la clé. Regardez-moi ça. Bernal, Pogačar subissent un joli écart déjà. Hein. C'est assez important dans le style. Tiens, on voit Uran. On aperçoit pas mal de coureurs. Roglič également a subi un écart. Et de ce fait, à ce moment-là, le poursuivant immédiat au général, c'est Simon Yates. Et derrière, on est au-delà de la minute. Donc là, déjà, on commence à se poser des questions. Est-ce que c'était juste un petit phénomène comme ça isolé, ou est-ce que ça traduit un état de préparation? Alors, à voir tout ça. Notamment, oui, pourquoi pas. Moi, à mon avis, elle n'est pas très sélective, mais on peut déjà commencer à regarder sur cette étape 6. Étape 6 donc, vous voyez, elle est assez sympa parce que il y a pas mal, il y a mine de rien ce long faux plat avant une première ascension, puis après tout dépend en fait du rythme du peloton pour grimper cette première partie d'étape. En l'occurrence, vous voyez, c'était un rythme peinard, donc à partir de là il n'y a pas eu de différence. Du coup, c'est pas sur le replat qui va suivre qu'on va avoir tant de différence que cela non plus.
Moi, je suis en mode un peu économie à des moments, même si là, vous me voyez un peu faire rouler Hamilton, mais pas non plus à toute blinde. Voilà, on se calme. On va attendre on va attendre le final, en fait, pour voir de quelle manière est-ce qu'on pourrait positionner le mieux possible Jay Hindley sur cette côte, est-ce que j'ose dire une côte, cette montée, voilà. C'est parti. Vous voyez, l'ordre est différent de l'étape d'avant parce que les formes du jour sont pas les mêmes. À partir de là, c'est plutôt Van Wilder qui sera ici le dernier maillon avant Jay Hindley. Ça va peut-être aussi, voilà, démarrer à côté. Est-ce qu'on va réussir tout de même à calmer les ardeurs des uns et des autres? Ben, pas forcément, regardez ce qui va se passer. Je manque peut-être un petit peu de barre à ce moment-là, ce qui veut dire que ça c'est un truc que je vous ai déjà raconté dans d'autres vidéos. Le fail ici, bon, c'est soit que Simon Yates est tout simplement meilleur que Hindley là-dessus, on peut aussi en rester là et pas aller plus loin, soit on peut se dire, dans la logique PCM, qu'il y a eu trop de barres consommées un peu trop tôt et qui empêche Hindley de balancer une énorme accélération juste avant la ligne et de s'imposer haut la main. Hélas, je penche quand même pour la deuxième. Et bon, bah, ça réduit un peu l'écart du coup avec Simon Yates. Suspense sur la Vuelta. Simon Yates à 16 secondes de Jay Hindley. On passe ensuite à un autre type d'exercice. C'est très probablement du sprint. Du sprint sur cette étape 7. Alors le sprint est amusant, hein, puisque moi je suis content, en fait. J'aime bien avoir Caseball. Ça me plaît parce que c'est le type de sprinter. Alors évidemment, il m'excite moins que Garcia Cortina avec Movistar ou même Degenkolb, il fut un temps avec l'Auto Soudal. Hein. C'est sûr. Il m'excite moins. Mais je trouve quand même que c'est intéressant de jouer avec lui parce que c'est le prototype de sprinter que j'aime bien avoir. C'est-à-dire qu'il a moins de 80 en sprint, moins de 80 en accélération. Et du coup, le défi n'en est que plus rigolo d'essayer tout de même de l'emporter au sprint face à des types qui ont 80, 81, 82, 83. Voilà, hein, vous voyez le style. Donc, on tente encore notre petit train parce que à ce moment-là, j'ai pas encore compris que ça sert à rien de faire un train avec Caseball. Quand t'as pas les moyens d'emmener convenablement, est-ce que ça vaut le coup de faire un train ou pas? Bah, franchement, là, je commence à douter sur celle-là. Sur celle-là, je doute. Arnaud Desmar qui fait 5 juste devant Caseball. L'ultra domination de Sam Bennett se confirme puisque c'est quand même la 3e fois sur 3 sprints que Bennett s'impose avec une très bonne 2e place aussi pour Iwan. Bon, on commence à comprendre 2-3 trucs là. C'est qu'avec mon train, je suis un peu relou en fait. Il vaudrait peut-être mieux prendre une roue et rester dans cette roue-là. En tout cas, c'est ce que je me dis à ce moment-là. On va voir un peu si c'est confirmé ou pas par la suite. Étape ensuite accidentée, mais qui n'est pas non plus avec une arrivée au sommet, donc qui ne devrait pas forcément faire d'immenses différences. Je n'ai pas le puncher absolu dans cette équipe. Cette étape-là, c'est une étape pour un puncher. Tu t'imposes au sprint sur un groupe de 30, là, avec Hirschi, avec Alaphilippe, avec ce que tu veux. Même avec un Wellens, avec des types comme ça, avec un Dylan Teuns. En l'occurrence, c'est pas vraiment le profil que j'ai dans cette Vuelta. Si certains se demandent, tiens, pourquoi j'ai pas pris Bardet, honnêtement, j'aurais adoré. Mais Bardet, on l'a déjà aligné sur le Giro et sur le Tour de France. Il est à environ 100 jours de course. Et pour ne rien vous cacher, je lui ai ensuite, après le Tour de France, Bardet, je lui ai prévu juste 2 jours de course. Il y en a un, vous l'avez vu. C'est la Classica San Sebastian. Et le 2e jour de course, ce sera le Tour de Lombardie. Voilà. Donc Bardet, il a presque fini sa saison.
Parce qu'encore une fois, je voulais pas monter à 120 jours de course. Ça me paraissait un peu délirant. Vous voyez, dans le final, dans l'hypothèse où on aurait rêvé jouer le coup après la descente au sprint avec Ball, voilà, on a vite compris en fait que c'était pas du tout le projet. Hein. Absolument impossible depuis belle lurette de suivre avec Caseball sur ce profil-là, malgré une forme du jour plutôt sympathique. Donc je vais tenter un peu ma chance comme ça. Je me dis Van Wilder avec ses 3 minutes et quelques de retard au général, peut-être qu'on peut le laisser tranquille, vous voyez ce que je veux dire, et qu'on peut le laisser aller chercher tranquillement une victoire d'étape. Du coup après, je retente avec notre vétéran, avec Nicolas Roche. Je me dis, Roche, franchement, il en mériterait une. Ce serait tellement sympa d'arriver à en prendre une avec Roche. Bon, il est repris. Je tente à nouveau avec Ilan Van Wilder. Et là, en plus, j'ai de l'espoir parce que on a de la barre jaune. On a peut-être le moyen de tenir sur la barre jaune, là, à la fin. Qu'est-ce qui va se passer, évidemment? Pam! Eh ben non, c'est revenu. Et c'est pas Hirschi qui s'impose. Ça, c'est incroyable. C'est pas Hirschi. C'est carrément Almeida. Donc, Almeida, magnifique. Ça fait 2 fois qu'il fait top 3 d'une étape. Du bon Almeida. Stabilisation du classement général. En tout cas, il n'y a pas d'écart qui est énormément évolué. Et puis, on va là aussi, un peu comme les étapes 1, 2, 3 qui, elles, n'avaient jamais existé. Là aussi, l'arrivée au col du Tourmalet, vous savez, comme moi, si vous avez suivi cette Vuelta, qu'on avait je crois que c'était le 25 octobre, un truc comme ça. On avait un dimanche 25 octobre qui s'annonçait comme étant exceptionnel. On nous avait, dans cette année un peu horrible, il y avait une lueur d'espoir pour les amateurs de cyclisme qui se demandaient comment on allait faire pour avoir 3 écrans, pour suivre 3 trucs en permanence, 3 trucs passionnants. C'était cette fameuse étape du Tourmalet, d'une part. C'était qui n'a jamais eu lieu, hein, puisque les autorités françaises ont interdit le passage de la Vuelta, au final. Puis il y avait aussi, vous vous souvenez, ceux contre la montre du Giro, étape 21, lorsque Ty Gegenhardt s'est imposé finalement. Et puis c'était Paris-Roubaix aussi. Paris-Roubaix. Vous avez tous vu les infos des derniers jours. J'ai même pas envie d'en parler. Tellement je suis dépité si, encore une fois, Paris-Roubaix n'a pas lieu. Le seul motif d'espoir, c'est qu'on est là, je parle au mois de mars. Il y a encore moyen de la repousser dans la saison et qu'elle ait lieu. Voilà. Mais qu'elle n'ait pas lieu déjà une semaine après le Tour des Flandres, déjà en soi, je suis vraiment, vraiment déçu si c'est le cas. J'espère vraiment qu'on aura Paris-Roubaix. Nicolas Roche est à l'avant. Pam! Ça y est, il passe ici en tête. Et ouais, on fait les points, tant qu'à faire. On fait les points avec Nicolas Roche. On voit s'il n'y a pas un petit coup à jouer. Il y aura une vraie lutte pour ce maillot du classement de la montagne là, dans cette Vuelta. Ça va être assez serré. Il y a plusieurs types qui vont vraiment jouer leur chance. Il y a une mini cassure là dans le groupe des leaders, mais elle sera sans importance. Ça va se reconstituer très peu de temps plus tard. Voilà. Nos préliminaires ont été faits. Et puis on s'avance respectueusement vers ce Tourmalet. Alors, j'avoue que je savais pas trop quoi penser. Est-ce qu'il faut faire un petit train ou est-ce qu'il faut plutôt adopter la prudence et finalement essayer de contrer tout en ayant suivi, en essayant de souffrir le moins possible. Déjà, pour ce qui est de se servir de Nicolas Roche comme point d'appui, ça fait une carte en moins, puisqu'en fait, il a été repris.
Donc ça aussi, déjà c'est un truc important. Il reste 14 km à ce moment-là. On essaye de rester correctement placé. Surveillons Yates, surveillons Cresswake. À mon sens, Hirschi devrait lâcher. Tiens, attaque de Pogačar. Attaque de Pogačar. Alors là, on se méfie. On y va. On y va en effort curseur. Préfère toujours répliquer en effort curseur. Après, on peut aussi des fois attaquer avec Hindley parce que fait partie de ces grimpeurs qui ont à la fois une bonne note de montagne et une accélération très bonne. Donc à la limite, avec Hindley, je pourrais me permettre de répliquer à des attaques. Pas besoin de seulement jouer en effort curseur, mais là en l'occurrence, ça me semblait être le mieux. Allez voilà, on a repris. Tadej Pogačar, Roche aura permis à Hindley d'économiser un petit peu de barre. Pogačar en remet une couche. Cresswake est calé dans la roue de Hindley. Et derrière, ça lâche complètement. Yates est en train de se prendre un éclat. Pogačar est repris. Cresswake semble vraiment fort. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? En plus, la fin du Tourmalet, c'est pas les pourcentages les plus faciles. Hein. Donc à ce moment-là, bah ouais, voilà, je me souviens, je regardais, voilà, il ne roule pas Pogačar. Et hop, après, hop, il en prend une. Il en met une, pardon. On va surveiller qui ? On va surveiller Pogačar ? Ou est-ce qu'on va surveiller Cresswake ? Bah, a priori, plutôt Pogačar quand même. Quand tu vois le 85 en montagne, tu te dis, bon, il y a quand même un client. Ça va, c'était le bon cheval. Et d'ailleurs, c'était tellement le bon cheval que Tadej Pogačar va s'imposer ici au sommet du Tourmalet. C'est dommage, on n'aura pas réussi à rivaliser jusqu'au bout avec Pogačar. Cresswake perd quelques secondes. Puis alors là, bonjour. Hein. Là, bonjour les dégâts. Déjà, regardez, rien que Yates arrive à plus de 3 minutes. Je passe sur Buchmann. Hein. Hirschi, comme prévu quand même, c'était un petit peu trop dur pour lui. Et on va avoir comme ça Bernal, Pinot, Gaudu, tous les uns et les autres vont arriver. Et on n'a pas encore vu Roglic. Voilà. Roglic arrivera très très longtemps plus tard. Donc là, à ce moment-là, on a compris la tendance. C'est une Vuelta peut-être sur laquelle l'IA est mal préparée. En tout cas, pour certains d'entre tous ces coureurs-là. À suivre, on en reparlera, je vous en reparlerai à l'épisode suivant. Et puis, avant de se quitter, tout de même, 2 petites classiques. Alors, il y a déjà cette fameuse Sea Classics de Hambourg. En tout cas, bon, le profil est assez classique. Sagan, Politt, Groenewegen, Van Der Poel, ça va, le plateau est quand même pas dégueulasse. Après, je suis toujours partagé sur cette classique. Il y a cette cuvette, là, vous savez très bien, hein, qui intervient, je crois, 4 fois en tout, et il y a moyen de faire casser le peloton, notamment sur le dernier passage. Qu'est-ce qu'on va bien faire ? Est-ce qu'on va essayer de casser ou est-ce qu'on va rester groupé ? Moi, je suis avec un groupe là de costauds. Vous voyez, Arensman, Nieuwenhuis, Dens, Sutterlin, Arndt, Krag Andersen, Eekhoff. Vous voyez pas Tige Benoît parce qu'en fait, j'ai géré mes jours de course un peu différemment en cette fin d'année avec Benoît. Benoît ira sur Benelux, mais je l'ai aussi mis au Danemark. Enfin bref, je visais un pic pour la Lombardie, hein, pour Tige Benoît. Donc à partir de là, il n'est pas là, il n'est pas présent. De toute façon, ce n'est pas réellement une classique pour lui, c'est plutôt une classique de sprinter à la base. Alors évidemment, nous, on n'a pas le sprinter idéal, puisque Kesbol ne peut pas se démultiplier. Puis je crois que j'avais Dainese qui était en récupération de blessure. Et Canter, pas non plus dans sa meilleure forme.
On a donc essayé de durcir le final. Bon, ok. Durcir le final pour essayer de positionner qui? Bah, Craig Anderson. C'est quand même lui notre force vive. Craig Anderson, c'est ma meilleure carte en termes de costaud. L'année suivante, je pense que j'enverrai Bol sur cette course. Puisque j'ai envie de la jouer au sprint, en fait. J'ai envie de la jouer au sprint, parce que je trouve ça un peu, quelque part, usant de profiter d'une certaine léthargie de l'IA sur les cuvettes. Commence un peu à me saouler, en fait. Donc, envie limite de faire aucune cassure à l'avenir en tout cas, hein, de faire aucune cassure et de laisser les choses un petit peu se régler au sprint. Après tout, faut respecter le sprint, hein. Je lis parfois sur les forums, notamment le forum de l'équipe, tout ça, des drôles de gens qui ont des drôles d'avis là. Je trouve ça quand même toujours assez discutable. Puis il y a un consensus limite sur le fait que, en gros, ouais, c'est quoi ces courses de sprinters là, machin. Mais je sais pas, faut quand même respecter les sprinters. Enfin, c'est emmener un sprint, construire une victoire au sprint, c'est tout un art, quoi. Regardez un peu comme cet art est maîtrisé par la De Koning Quickstep, qui, ces temps-ci, a tendance à permettre à Sam Bennett de marcher sur l'eau. Attaque de Craig Anderson dans ce final. On va essayer de piéger tout le monde ici. Dans les derniers kilomètres, on va essayer de piéger tout le monde. Le coup paraît pas si mal parti que ça. Au moment où Lutsenko nous saute dans la roue, waouh! Alors là, c'était un Lutsenko de combat. Il a été phénoménal. Il m'a tué sur la toute fin. Déjà, pour sauter dans la roue, ça veut dire qu'il est sorti. Il s'est calé dans la roue derrière. Bam! C'était donc majestueux. Je me suis bien fait avoir. Je me suis complètement fait posséder. Matthews, Sagan, Van Der Poel, Groenewegen, Gaviria, excusez du peu, sur le top 10, là. Bon. Et puis, la dernière course de cet épisode, c'est la classique de Bretagne. Alors là, Benoît est emmené, hein, bien sûr. Craig Anderson également. On est sur un variant relativement classique. Ça veut dire que on va avoir bah ouais, ce qu'on connaît, petit chemin de terre là à un moment donné, avec ce final que que j'ai déjà utilisé plusieurs fois en vidéo. Je trouve que la course est vraiment palpitante en fait. Elle est vraiment palpitante. Sur la fin, il y a vraiment moyen de se faire piéger. Il y a aussi moyen de piéger l'IA. Il y a aussi un moment crucial aux alentours des 80-70 bornes de l'arrivée où il faut pas se faire prendre sur une cassure précisément parce qu'il y a il y a une relance qui fait très très mal en fait. On va y arriver dans pas longtemps. Après, grosso modo, c'est vrai que les 100 premiers bornes, au moins, hein, même plus, ne sont pas passionnants. On peut se permettre de ne pas fatiguer les coureurs. J'étais à un effort max qui était nettement en dessous des 74 habituels, hein. On essaie de voir s'il n'y a pas des progressions possibles dans le gameplay. Après, de toute façon, on ne saura jamais, hein. Parce que si on recommence une course et qu'on applique d'autres principes, de toute façon, on n'aura pas les mêmes formes du jour. Et on n'aura pas les mêmes circonstances de course. Donc, à partir de là, il y a plein de trucs sur PCM qui sont impossibles à vérifier. En tout cas, on tente le coup, voilà. Positionnons-nous sur l'avant, car à tout moment, cela peut casser. Les rivaux principaux, je crois qu'il y avait Sharman, en fait, qui était dans le coup. Je me suis pas mal méfié de lui, mais pas que. Il y a quelques types comme ça. Je crois que je me méfie aussi là-dessus. Je me méfie de Ulissi, je me méfie de Bettiol. Il y a comme ça pas mal de types qui peuvent en fait nous surprendre. C'est une course qui est assez ouverte. Dans le final, il y aura une vingtaine ou une trentaine de types. Là, on n'y est pas encore, mais on va pas tarder à pouvoir égrener tout ça.
Est-ce que je joue pour Benoît ou est-ce que je joue pour Kragh Andersen? Toute la question est là, quand on a des formes du jour qui sont relativement moyennes. Je pense qu'il faut jouer avec l'un et ensuite essayer, si ça marche pas pour le premier, de jouer avec l'autre. En tout cas, à mon avis, ça se tente. Ça se tente. Un petit peu comme Bardet là sur la Classica, quoi. Je tente un truc de loin avec un des deux et après je garde l'autre pour éventuellement attaquer différemment ou essayer de faire une autre différence. Donc toujours est-il que, vous voyez, ça s'est peut-être moins réduit que parfois. Il n'y a pas eu exactement le même comportement que celui que j'avais déjà observé par le passé avec d'autres équipes. Benoît, Kragh Andersen. Pour qui est-ce qu'on va jouer? Là, ça se précise. On est dans le final, il y a de grosses accélérations. Il y a des équipes qui ont envie d'éliminer du coureur. Voilà, ici, hop, avant-dernier passage ici. On sait que derrière, il y a un petit peu de pourcentage. Et après, c'est le replat. C'est pas le dernier tour. Hein. Et après, le replat, évidemment, c'est un faux plat descendant jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, essayons de rester placés. Il y a quelques coureurs qui ont des fourmis dans les jambes. On va se méfier. On va se méfier de Bettiol. Voilà, attention à Bettiol. Il faut essayer de prendre des roues. Mais vous voyez, là, je me suis fait lâcher de la roue de Sharman. Ça fait mal. Je me suis fait lâcher de la roue de Sharman avec Kragh Andersen sur quasiment du plat. Waouh, c'est un fou ce Sharman. Au niveau de l'accélération, il est dément. Bon, on essaie du coup de changer notre fusil d'épaule. Je n'aurais donc pas pu placer mon attaque avec l'un des deux avant de jouer pour l'autre. Je vais être obligé de jouer pour Benoît. C'est Kragh Andersen finalement qui nous a fait rentrer. Et là, il faut essayer de partir. Allons-y. Là, vous voyez déjà, il aurait fallu partir avant là. Allez, c'est pas grave, on peut s'imposer encore. On peut encore gagner. Asgreen, Benoît. Non mais c'est l'an prochain, mon grand, que tu vas courir avec Benoît. C'est pas la peine de le suivre. Toujours est-il que, regardez, oh là 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 là, cette accélération. Oh, cette accélération de tous ces coureurs là. Et c'est Asgreen qui s'impose devant Bettiol. Et nous, on va devoir se contenter d'un top 10 sur celle-là. Alors là, on a été complètement pris sur ce final. Pas très bien négocié, il faut le dire. Gilbert qui vient faire top 3. Et une victoire quand même pour notre futur recrue, Kasper Asgreen. Voilà. Je m'arrête là. Je vous dis à bientôt. On finira la Vuelta et même on finira la saison dans l'épisode 7 avec toujours plein de questions. A plus.